Oral questions, questions orales, the honourable. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, je suis certaine que ce matin, chacun d'entre nous était dévasté d'entendre qu'un policier à Toronto a été tué par balle en devoir. Nous sommes en deuil avec sa famille. Le constable Mark Pinizzotto avait 18 ans de service et il a servi Toronto avec courage et dévouement jusqu'au dernier instant. Il y a des hommes et des femmes en uniforme qui mettent leur vie en jeu chaque jour et nous sommes reconnaissants. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut mentionner ce que fera le gouvernement? L'honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, c'est le cœur brisé que j'ai entendu la nouvelle du décès de Mark Pinizzotto. J'ai pu parler au chef de police de Toronto et à l'Association des policiers policières et à la mairesse de Toronto. J'ai exprimé notre grande douleur et à la ville de Toronto, aux habitants de Toronto et pour tous ceux qui servent en première ligne. Des gens risquent leur vie chaque jour pour nous protéger. Leurs familles font aussi des sacrifices chaque jour et ils espèrent que leurs proches reviendront à la maison sains et saufs. Et je prie pour eux tous et toutes. Je prie pour la famille du constable Pinizzotto. J'espère que sa famille vivra dans la paix en ce moment difficile. L'honorable député de Thornhill, nous savons que c'est un moment difficile. Nous savons aussi que c'est le deuxième officier tué cette semaine en service. C'est trop. Le constable Pinizzotto exécutait un mandat lié à différentes fusillades, notamment une fusillade contre le consulat des États-Unis à Toronto, donc une attaque contre une mission diplomatique en sol canadien. Un officier de police est décédé. Et le ministre peut-il dire à la Chambre si les agences de sécurité sont saisies du dossier et ce que fait le gouvernement pour soutenir l'enquête et pour maintenir les Canadiens partout au pays en sécurité? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, toute notre équipe et l'équipe de la GRC sont complètement impliqués dans l'enquête. Ils soutiennent la police de Toronto. Ils ont déployé 2 équipes tactiques pour venir en appui à l'enquête alors qu'elle se déroule. Le travail de la police de Toronto fait partie des efforts de collaboration des organismes d'application de la loi et fait partie des manières dont nous assurons la sécurité des Canadiens. Nous allons travailler en collaboration pour obtenir des résultats et nous soutenons les agents de première ligne. L'honorable député de Calgary-Est. Le premier ministre s'est empiffré avec 17 000 $ de saumon pendant 3 vols. Au fin du décorum à la Chambre, peut-être que le député peut trouver une autre façon de dire. Le premier ministre a dépensé 17 000 $ en saumon lors de 3 vols payés par les contribuables. C'est ce que dépensent les familles pendant 1 an à l'épicerie. Et pendant ce temps-là, des familles vont à la banque alimentaire chaque mois. Est-il juste qu'ils se soient empiffrés avec des services traiteurs à grands frais pendant un vol à Rome et qu'ils dépensent l'équivalent d'une épicerie annuelle pour une famille? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, certains se demandent pourquoi il y a beaucoup de bruit. Restons plus silencieux. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Nous sommes endeuillés à cause du décès d'un premier répondant. Les gens qui nous regardent à la Chambre des communes, bien, certains d'entre eux ne voient pas d'un bon œil ce qui vient de se passer.
J'imagine que cette question vient du chef de l'opposition. J'en attends 30 autres questions. Comme ça, j'espère qu'ils pourront faire mieux. L'honorable député de Calgary-Est, Monsieur le Président, pas besoin de politiser la perte d'un agent de police. On pose des questions concernant le fait que 2,2 millions de Canadiens vont à la Banque alimentaire. Certains perdent le sommeil, mais qui ne perd pas le sommeil? Le premier ministre, parce que lui se paie des bons repas aux frais des contribuables. Est-ce équitable qu'il puisse le faire alors que davantage de Canadiens vont à la Banque alimentaire chaque mois? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, les Canadiens ne savent trop bien qu'on est au beau milieu d'une guerre commerciale et que nous sommes au milieu d'événements très graves dans le monde, notamment deux guerres, une en Europe, une au Moyen-Orient. Notre premier ministre représente fièrement notre pays et à l'échelle internationale, et il revient avec des ententes commerciales pour offrir des débouchés aux Canadiens, des emplois aux Canadiens, et ça nous aide à obtenir des résultats pour les Canadiens pour assurer notre prospérité. Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, quand le premier ministre a quitté sa position de président de Brookfield à New York pour s'en aller au Canada, il a oublié qu'il ne travaillait plus dans une entreprise privée, mais pour les contribuables canadiens. Présentement, les Canadiens ils vivent une récession, ils payent plus cher pour tout, des millions en arrachent. Pourtant, les documents gouvernementaux révèlent que près d'1 million de dollars ont été dépensés en nourriture à bord des vols du premier ministre pour seulement 14 voyages. Alors que les familles doivent surveiller chaque dollar qu'elles dépensent à l'épicerie, le premier ministre croit-il vraiment qu'1 million de dollars en repas à bord d'avion est une utilisation responsable de l'argent des contribuables? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les Canadiens regardent nos délibérations ici et je pense déplorent le ton accusateur. Les Canadiens savent très bien que nous sommes engagés dans des négociations intenses au niveau commercial. Nous avons des guerres en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Et le premier ministre nous représente fièrement, ramène des ententes, des investissements, des opportunités pour l'ensemble de notre pays. Nous sommes fiers de notre premier ministre. Nous sommes fiers des efforts qu'il déploie sur la scène internationale et j'espère qu'il va le continuer, Monsieur le Président. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Je pense que le ton utilisé est le bon ton quand on voit le gaspillage qui est fait de l'autre côté, puis ça fait des années. Bravo. Et là, je comprends aussi, Monsieur le Président, que ça doit être difficile pour le premier ministre de s'habituer à la vie du service public après avoir vécu dans les largesses d'une entreprise privée comme Brookfield. Mais là, il faut comprendre que chaque voyage, ça coûte en moyenne 70 000 $ pour les repas. Ça, c'est pas le coût de l'avion, c'est pas le coût de l'essence, c'est juste la facture des repas et de la boisson. Dans une période où les banques alimentaires n'ont jamais été sollicités, comment le premier ministre peut justifier ça aux contribuables canadiens? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter ma voix pour les familles et les amis du constable Marc Pinizzotto. Effectivement, on est avec sa famille, avec lui, chacun des membres de cette Chambre aujourd'hui. Monsieur le Président, pour répondre à la question plus précisément de mon collègue, ce gouvernement-là est en train de faire des investissements générationnels dans les infrastructures, dans le logement, dans la compétitivité et l'innovation, dans la défense, Monsieur le Président. Chaque membre de ce gouvernement, Monsieur le Président, s'affaire à attirer des investissements et le premier ministre fait, la fierté des Canadiens, non seulement ici, mais à travers le monde, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre a sacrifié l'avenir de la culture en français aux mains de Donald Trump. Il abandonne totalement 10 ans de lutte pour faire contribuer les géants américains du Web au financement de la création et de l'information. En échange de quoi? En échange d'une autre escalade des hostilités de la part de Washington. Après avoir vu la capitulation du Canada en matière de culture, la réaction du président Trump hier, ça a été de déclarer qu'il ne veut pas renouveler l'ACUM. Est-ce que le premier ministre réalise qu'il a sacrifié la culture pour rien? Ouais. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mon collègue ministre de l'Identité canadienne va répondre dans un instant, mais on se doit de réfléchir sur la dérive du Bloc québécois, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, le Oui Québec, pas le Non Québec, a un peu accusé le mouvement souverainiste de manque de tolérance. Maintenant, il renonce. Et c'est très bien dit par M. de Belleval, un ancien ministre des Transports péquiste. Le Bloc québécois renonce aussi.
à ses rêves et à ses ambitions en mobilité. J'espère que le député de Repentigny va les corriger, mais jusqu'à maintenant, on en prend bien note, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Jean. Ça n'a non seulement rien à voir avec ma question, mais rien à voir avec les travaux de la Chambre. Voilà. Le premier ministre a capitulé sur les redevances aux diffuseurs en ligne, même si l'Europe le fait. Il a capitulé sur la taxe sur les services numériques, même si la France le fait. Il a exclu les multinationales américaines de l'impôt minimum mondial. Il a mis fin à ses contre-tarifs. Il tente de convaincre les provinces d'abandonner leur boycott des alcools américains. Il fait tout pour amadouer Donald Trump et le résultat, c'est toujours plus de concessions. C'est quand même le rejet catégorique du renouvellement de la CEUM. Est-ce que le premier ministre réalise que la stratégie de la faiblesse, ça fonctionne pas? Bravo! Bravo! Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord remercier la députée pour la lecture acharnée de sa question. D'abord, pendant que le Bloc passe son temps à Ottawa à glander, nous, on passe à l'action. Dans le dernier exercice budgétaire, on a investi 772 millions de dollars dans l'art, dans la culture. Dans le dernier point de presse que j'ai fait, 600 millions de dollars à la culture, dont le Québec. Et puis, j'avais oublié aussi 100 millions à la stratégie d'exportation qui fait en sorte que des programmes comme Empathie, comme les programmes à TV5 Monde, dont les programmes des télévisions québécoises rayonnent à l'étranger. Honorable député de Drummond. Oui, juste une affaire, M. le Président. On ne dit pas programme, on dit émission, mais bon, ou série. M. le Président, alors que nos médias continuent de perdre des millions en revenus, le premier ministre a tenté d'amadouer Donald Trump en mettant fin à 10 ans de lutte du milieu culturel pour que les géants du Web paient leur juste part. La réaction des Américains et d'autres menaces de Donald Trump sur la CEUM. Il y a un cinéaste québécois, un certain Falardeau, mais je pense pas que le premier ministre le connaisse. Il disait ceci: si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu résistes, ils vont t'haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Coudon, le premier ministre, ça ne tenterait pas de suivre ses conseils puis de se faire appeler monsieur? L'honorable ministre. J'aimerais d'abord remercier le député d'en face pour la qualité de son français. Sachez quand même que M. Falardeau, M. le Président, a été financé par l'Office national du film. L'honorable député de Bruce Grey Owen Sound. Monsieur le Président, la loi du CPSNR prévoit qu'elle doit être réexaminée avant le 6 octobre 2022. Le leader à la Chambre peut-il dire à la Chambre quand le gouvernement prévoit commencer cet examen de la loi? Le gouvernement va-t-il appuyer ma motion 89 dont j'ai donné préavis le 25 mars pour établir un comité conjoint? L'honorable ministre de la Sécurité publique, je remercie mon collègue pour la question et pour son travail qu'il fait au CPSNR. C'est le Parlement qui assure l'examen de ces pratiques de sécurité et nous allons prendre des mesures de cette année. L'honorable député de Barrie-Sud-Innisfil, 200 millions de dollars. Voilà ce que les libéraux ont accordé à une entreprise en faillite bien liée aux libéraux pour 3 faux départs depuis un port spatial en béton. Les Canadiens paient pour ce projet scientifique le plus cher de l'histoire. Certains amis des libéraux, comme Sacha Jacobs, s'en tirent à bon compte. Elle a fait de ses actions dans la compagnie qui ne valait rien un montant de 1,8 million de dollars après que les libéraux l'aient aidé. Le premier ministre va-t-il admettre que c'était juste pour aider les initiés libéraux? L'honorable ministre de la Défense. Comme le sait le député, ses capacités dans le domaine spatial vont renforcer les emplois, les chaînes d'approvisionnement et nos capacités et insuffleront une résilience dans l'économie. Nous prenons des mesures décisives pour renforcer notre souveraineté et pour renforcer la résilience de notre pays. Nous renforçons notre capacité industrielle et la Nouvelle-Écosse a un rôle important à jouer dans la défense. Et nous donnons les moyens au gouvernement pour réagir au monde qui évolue tout en appuyant notre croissance économique. Le député de Foothills, bon, c'est pas une bonne réponse du ministre. S'il y en a d'autres comme ça, j'espère qu'ils vont offrir de meilleures réponses. La
La PDG de Crédit agricole Canada, Justine Hendricks, a dépensé 213 000 en voyage en 2025. Elle a dépensé aussi beaucoup en hébergement, dont un repas qui a coûté 65 000 6 500 plutôt. C'est le tiers de l'épicerie d'une famille pour une année. Combien le gouvernement va-t-il approuver en dépenses irresponsables cette année? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, la FCC est une société d'État indépendante. Ce que je peux dire, c'est que les agriculteurs et les parties prenantes en agriculture partout au pays apprécient le bon travail du Crédit agricole. Et nous travaillons à faire croître l'économie le plus rapidement du G7. Et l'agriculture fait partie de l'économie. L'honorable député de Selkirk Interlake Eastman. Monsieur le Président, les libéraux eux-mêmes ont dit que l'investissement public en agriculture, en recherche en agriculture, a diminué de 15 %. La recherche et développement dans le secteur privé soumise aux universités a diminué de 70 %. Et le ministre lui-même a amputé le budget de la recherche en agriculture de 115 millions de dollars. Est-ce que le ministre de l'Agriculture a appuyé ces coupes? Est-ce qu'il les a approuvées, oui ou non? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous dépensons moins pour investir davantage. I don't know what the clock is at. I don't know what the clock is. Can you start the clock again? Okay, we'll start from the top. We'll start from... On reprend du début. The honorable parliamentary... L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker. Monsieur le Président, nous dépensons moins pour investir davantage et nous maintenons nos processus dans toutes les provinces. Nous avons les meilleurs chercheurs en agriculture au pays. En rationalisant la recherche et développement, nous pouvons bâtir un système agricole qui fait la promotion de la concurrence et qui met l'agriculture canadienne en bonne posture pour assurer son succès à long terme. L'honorable député de Stormont, Dundas, Glengarry. De nouveaux documents révèlent que le premier ministre a dépensé 1 million de dollars pour des services traiteurs en avion depuis qu'il est arrivé au pouvoir l'année dernière. C'est assez d'argent pour nourrir une famille canadienne pendant 55 ans. Du beurre de luxe, de la crème brûlée, du saumon écossais. Alors que des millions font la file aux banques alimentaires, les libéraux vont cesser ces services traiteurs luxueux pendant leur vol. L'honorable ministre. Les conservateurs ne reconnaissent pas que quand les temps sont durs, on a besoin d'un gouvernement qui défendra les Canadiens. C'est ce qu'on fait. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de personnes. Nous nous assurons que les familles aient accès à des services de garde de qualité à moindre coût. Nous nous assurons que le filet social est bien là pour ceux qui perdent leur emploi. Ce sont toutes des initiatives pour lesquelles ils ont voté contre. Pourquoi votent-ils contre ces mesures s'ils veulent aider les Canadiens? L'honorable député de Kamloops, Shuswap, Central Rockies. Pas une réponse. Même, c'était très loin de la question. Tous les partis sont d'accord que la politique de répartition du saumon doit être alignée à la décision AUSA. Mais les Canadiens ont des droits de pêche, mais attendent la décision de la ministre concernant les priorités pour le Chinook et le Coho. Va-t-elle confirmer que la priorité sera maintenue? L'honorable ministre des Pêches et des Océans, merci pour cette occasion qui m'est donnée de répéter que j'ai rencontré toutes les parties prenantes en Colombie-Britannique. Nous travaillons pour arriver à une décision. Il y a bien sûr la pêche récréative, à prendre en compte la pêche commerciale et la pêche autochtone. Nous allons trouver une solution équilibrée. L'honorable député d'Haliburton, Kawartha Lakes.
les communautés autochtones qui ont acheté leur carburant en vrac à l'avance ont payé la taxe carbone sur la consommation et ils attendent encore leur remboursement. Quand les communautés plutôt vont-elles recevoir leur argent? Une date. L'honorable ministre des Affaires du Nord. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons avec les gens dans le Nord pour trouver des solutions, notamment en matière d'abordabilité. Je serai contente de travailler avec le député de l'autre côté pour trouver des solutions. Le député de Shefford. La réforme du programme Nouveaux Horizons met en péril les projets communautaires pour les aînés. Nos organismes ont 1 mois pour soumettre leurs projets. Mais d'ici là, Ottawa exige maintenant qu'ils s'enregistrent comme entreprise, qui peut prendre jusqu'à 10 mois. En plus, les critères excluent des petits groupes comme certaines FADOC et cercles de fermières au niveau local, dont l'organisation mère est enregistrée, mais pas eux. Ottawa doit laisser le temps aux organismes de se conformer et s'assurer qu'aucun ne soit disqualifié à cause des nouveaux critères. Le gouvernement va-t-il repousser sa réforme? Bravo. L'honorable secrétaire d'État aux aînés. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. En avril, nous avons présenté des changements au programme Nouveaux Horizons, notamment l'exigence pour un numéro de l'ARC. Et ce changement rend les normes claires et augmente l'intégrité du programme. Et pour les organismes qui ne disposent pas de ce numéro, l'ARC peut aider les demandeurs. Les députés peuvent aussi aider les demandeurs. C'est pourquoi nous avons offert une séance d'information à tous les députés pour leur permettre de poser leurs questions. Malheureusement, ce député n'y était pas. L'honorable député de Shefford. Monsieur le Président, le 14 juillet, c'est demain. Personne n'a demandé cette réforme de Nouveaux Horizons. C'est un casse-tête inimaginable pour les bénévoles qui travaillent au mieux-être des aînés. Les organismes communautaires qui n'ont toujours pas de numéro d'entreprise n'auront pas le temps de s'enregistrer d'ici le 14 juillet. Et c'est sans compter les centaines d'autres au niveau local qui ne peuvent carrément pas s'enregistrer à cause de leur structure. On s'est fait dire ça aussi en bref page, Monsieur le Président. Cette réforme n'est pas conçue pour répondre à la réalité des organismes et des aînés québécois. Est-ce que le gouvernement va la repousser pour éviter que les nouveaux critères nuisent au projet des aînés? Bravo! L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, avant les changements, le programme Nouveaux Horizons était la seule bourse qui n'était pas assujettie à ces mesures d'intégrité. Nous arrimons le programme aux autres bourses et subventions et je vois qu'on est le 11 juin. Alors, il reste du temps, amplement de temps pour les organismes. Nous sommes là pour les aider et nous nous assurons qu'ils ont les moyens nécessaires pour faire des demandes dans le cadre du programme parce que nous voulons que les aînés aient accès aux programmes importants qui empêchent l'isolement social. Lévis Lotbinière. Monsieur le Président, le train Alto, c'est pas un cadeau, c'est une hypothèque perpétuelle sur le dos des générations futures. Hier, le ministre des Transports a ouvert la porte au dépassement de coûts. Le ministre est donc prêt à ce que ça coûte beaucoup plus que 90 milliards et à défoncer tous les budgets. Est-ce que le ministre libéral des Transports est prêt à subventionner un gouffre sans fond? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. La réponse est non et restera non, Monsieur le Président. Honorable député de Mégantic, l'érable Lotbinière. C'est même pas une réponse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, là, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi les libéraux ont libéralisé le programme Nouveaux Horizons pour aînés? À quelques jours du lancement en 2026, ils changent les règles, ils rendent ça impossible aux organismes d'appliquer une subvention. J'ai reçu une dizaine de lettres de plainte de fermières, de clubs d'aînés. Est-ce que les libéraux vont devoir créer un autre programme pour aider nos aînés à faire une demande au programme Nouveaux Horizons? Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Je vais passer la réponse de la ministre à tous les comtés libéraux, puis on va voir ce que les députés vont leur dire à la ministre qui dit aux députés qu'ils font pas leur job. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme dont on est très fiers, Monsieur le Président, qui bénéficie à des centaines, des milliers d'organisations partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. On va continuer de soutenir ce programme-là, un programme qui fonctionne, Monsieur le Président. Mais j'espère, quand il parle à ses aînés, j'espère, quand il parle aux aînés dans son comté, qu'il leur dit aux plus de 39 000 personnes dans son comté, dont plusieurs aînés, qu'ils n'auront plus accès au régime canadien de soins dentaires s'ils votent comme il le fait, Monsieur le Président, pour les privés de ce régime. C'est une honte, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrock. Ce qui est une honte, Monsieur le Président, c'est de prendre en otage des groupes caritatifs des aînés, puis ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, le commissaire aux langues autochtones a organisé une conférence de 4 jours au coût de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour 4 jours. Et je cite un professeur de l'Université du Manitoba. Imaginez avec tout cet argent combien d'élèves autochtones auraient pu apprendre leur langue maternelle. Est-ce que le ministre est d'accord avec l'universitaire? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Comme le député le sait très bien, j'ai ordonné une enquête. Ce serait inapproprié d'en commenter sur le parquet de la Chambre des communes, Monsieur le Président. Merci. Ainsi, Charlevoix. Il n'y a eu aucune bonne réponse aujourd'hui. Pourtant, c'est des questions super simples qui ont été posées. À chaque fois que les libéraux sont au pouvoir, les tensions y augmentent avec le Québec, avec l'Alberta, avec les autres provinces. Pourquoi? C'est assez simple. C'est parce que les libéraux ne respectent pas la nation québécoise. Ils ne respectent pas le Québec, pas plus qu'ils respectent l'Alberta. Ils continuent à centraliser, puis ils continuent à s'ingérer dans les champs de compétences des provinces, Monsieur le Président. Pour les libéraux, le Canada, c'est leur pays, puis il devrait être géré à leur manière. Est-ce que le gouvernement libéral peut enfin se mêler de ces affaires, respecter l'autonomie des provinces, puis de comprendre que leur rôle, c'est de servir, pas de contrôler? L'honorable ministre. Les choses, Monsieur le Président, qu'on entend en cette Chambre, respecter la nation québécoise. Il était où, Monsieur le Président, mardi dernier, quand, avec la première ministre du Québec, on a annoncé 10 milliards pour nos infrastructures au Québec? Il était où? La seule place, Monsieur le Président, où on trouve les conservateurs, c'est pour priver les Québécois d'argent dont on a besoin pour nos infrastructures, pour retirer à Québec 2,75 milliards pour le tramway, pour retirer au Québec un projet de train grande vitesse, Monsieur le Président, qui va nous amener dans la modernité qu'on aurait dû faire il y a des décennies. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. Encore une réponse qui ne veut rien dire. C'est perdu. Les libéraux pensent avoir le contrôle de tout, mais c'est le peuple qui doit être servi et non eux qui se servent du peuple. Monsieur le Président, après 11 ans de ce gouvernement libéral et l'adoption de C-83 en 2019, nous constatons les conséquences dans nos prisons. Violence accrue, pénurie de personnel, attaques répétées entre détenus et plusieurs meurtres à l'intérieur des murs. Les agents correctionnels de Donnacona ont d'ailleurs réclamé des outils concrets. Quand le gouvernement libéral va corriger ces erreurs et rétablir la sécurité? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue sera content d'apprendre qu'on travaille main dans la main justement avec le gouvernement du Québec sur ces enjeux-là. Mon collègue devrait savoir que justement on a mis un projet pilote, Monsieur le Président, justement pour aider, pour enlever les cellulaires dans les différentes prisons et pénitenciers au pays, Monsieur le Président. On sera toujours là pour la sécurité des agents pénitentiaires, Monsieur le Président. On va continuer de travailler avec le gouvernement du Québec. On va continuer de lutter contre l'extorsion et la criminalité au pays, Monsieur le Président. L'honorable député de South Shore St. Margaret's. Monsieur le Président, le secteur minier est déjà un des moteurs économiques du Canada qui contribue des milliards de dollars à l'économie canadienne chaque année. Mais le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre actuellement. On a besoin de 250 000 nouveaux employés au cours des 10 prochaines années. Le ministre des Emplois et de la Famille peut-il nous donner une mise à jour sur une annonce nationale qui a été faite dans ma circonscription de South Shore St. Margaret's récemment sur ce qui se fait pour veiller à ce que les travailleurs canadiens puissent profiter de ces débouchés, ces opportunités générationnelles. Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour son travail et son plaidoyer pour le secteur minier canadien qui a besoin
de travailleurs qualifiés aujourd'hui et demain. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour veiller à ce que les qualifications qui sont enseignées correspondent aux besoins. C'est pour bâtir un Canada fort. Le député de Niagara-Ouest, les Canadiens qui ont subi des effets indésirables graves et permanents liés au vaccin de la COVID attendent depuis des années de l'aide. Mais un prestataire du gouvernement a été engagé pour fournir cette aide et ce prestataire a reçu 54 millions de dollars avec des résultats quasi nuls. 2 tiers de cet argent ont été consacrés à des frais administratifs. Seules 252 personnes sur des dizaines de milliers de victimes ont reçu de l'aide. Monsieur le Président, à quelle date, quand les victimes vont-elles recevoir leur argent? Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Les allégations contre l'ancien vendeur ou prestataire ont été inacceptables. On veut s'assurer que l'argent est dépensé de manière appropriée. On a demandé à l'Agence de santé publique de vérifier le programme pour s'assurer que les fonds sont bien dépensés. Nous allons travailler avec les députés pour que les Canadiens vulnérables soient pris en charge. Merci. L'honorable député de Ponoka-Didsbury. En 2020, les libéraux ont diabolisé les propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi et ont interdit plus de 2500 modèles d'armes à feu. Mais depuis, les crimes violents et la contrebande n'ont fait qu'augmenter. La Cour suprême a critiqué les libéraux en prolongeant la période d'amnistie du programme de confiscation d'armes ridicule. Puisque le premier ministre aime tant les issues de secours, va-t-il emprunter celle-ci et abandonner ce gâchis d'1 milliard de dollars que même le ministre de la Sécurité publique a dit qu'il ne fonctionnait pas, le ministre de la Sécurité publique? Monsieur le Président, notre gouvernement a décidé de prolonger l'amnistie. Ça respecte le processus judiciaire. Ça permet d'avoir plus de certitude pour les propriétaires d'armes à feu partout au Canada. Aujourd'hui, plus de 142 000 armes à feu ont été récupérées et il y a déjà des propriétaires qui ont commencé à ramener leurs armes interdites. On va continuer à assurer la sécurité des communautés partout au Canada. Le député d'Edmonton-West. Monsieur le Président, ça fait plus d'1 an que les libéraux ont reçu des preuves indiquant que les projets financés par le gouvernement fédéral ont recours à de la main-d'œuvre illégale et issue de traite ou de trafic, ce qui enfreint les accords de financement et qui laisse les travailleurs qui sont qualifiés sur la touche. La réponse des libéraux? Silence total. Quand les libéraux vont-ils arrêter de financer des projets qui embauchent des travailleurs illégaux et victimes de traite? Quand vont-ils plutôt veiller à ce que ce soit des travailleurs qualifiés canadiens qui obtiennent ce travail? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux rassurer notre collègue. La Banque d'infrastructure et les investissements que nous faisons suivent le Code canadien du travail. Le député de Santee Carleton Eagle Creek. Merci, Monsieur le Président. Une question sérieuse qui mérite une réponse sérieuse. Caché dans le projet de loi budgétaire omnibus des libéraux se trouve une autre tentative de prise de pouvoir par les ministres. Le cabinet se donne plus de pouvoir pour attribuer des contrats tout en muselant l'organisme de surveillance, l'ombudsman des marchés publics qui est censé contrôler tout cela. Pourquoi les libéraux truquent-ils les règles du jeu pour pouvoir attribuer des contrats sans que personne ne les surveille? Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Au contraire, je veux remercier l'ombudsman de l'approvisionnement qui fait un excellent travail. La vérificatrice générale a un rôle à jouer là-dedans aussi pour nous aider à ce qu'à l'avenir, tous les contrats d'achat respectent les normes les plus élevées, que tout se fasse de manière transparente, ouverte, en respectant la compétitivité. Le député d'Edmonton Nord-Ouest, en 2020, les libéraux ont promis aux chefs de faire des services policiers des Premières Nations un service essentiel grâce à une nouvelle loi. 6 ans plus tard, rien. Et chaque semaine, les Premières Nations nous disent que des gens meurent à cause des promesses non tenues en matière de sécurité. Quand les libéraux vont-ils présenter un projet de loi là-dessus pour enfin tenir leurs promesses? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous travaillons avec les Premières Nations et les communautés policières partout au Canada pour assurer la sécurité de tous les membres des communautés. Nous augmentons le nombre de ressources mises à la disposition en matière d'infrastructure. Nous continuons de veiller à ce que les fonds soient appliqués toute l'année.
Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si le parti d'en face est sérieux en matière de sécurité publique, la question numéro 1, c'est l'accès légal. Le projet de loi C-22, le parti d'en face bloque, fait de l'obstruction au moment même où nous nous parlons, Monsieur le Président. Le député de Prince George, Peace River, Northern Rockies. Monsieur le Président, encore une autre réponse qui n'en est pas. Joseph Murdoch Flowers, PDG du Centre d'aliments communautaires à Iqaluit, a dit qu'on est passé de 58 000 à près de 91 000 personnes chaque année, chaque jour à servir dans une ville de 75 000 personnes. Les libéraux sont au pouvoir depuis 10 ans. Les habitants du Nunavut souffrent d'insécurité alimentaire. Le ministre peut-il se lever et dire que les habitants du Nunavut n'ont jamais eu la vie aussi belle? Le ministre des Affaires du Nord. Merci, Monsieur le Président. Nous savons qu'une subvention alimentaire à elle seule ne va pas résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi nous travaillons avec 124 communautés dans le Nord, dans le cadre du programme Nutrition Nord, pour les aider à trouver une solution pour leur communauté. Ce que nous visons, c'est de passer d'une situation de subvention alimentaire à une solution d'économie alimentaire. C'est notre approche et j'ai hâte de travailler avec mon collègue en face pour trouver des solutions. Le député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Une autre réponse qui n'en est pas une. Le gouvernement libéral nous dit qu'il veut rendre la vie plus abordable pour les Canadiens moyens. Mais si c'est vrai, si c'était vrai, le ministre peut-il se lever et expliquer pourquoi des aînés représentent le groupe de la région de Waterloo qui se développe le plus à souffrir d'itinérance? Il y a une liste d'attente pour les personnes qui ont besoin d'un logement abordable, qui ont plus de 55 ans dans la région. La liste a augmenté de 700 %. Le ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, encore une autre question d'une députée qui continue de voter contre les mesures même qui aideraient à lutter contre l'itinérance. Des investissements en Ontario, notamment 3 milliards de dollars dans la stratégie nationale pour le logement. Devinez quoi, Monsieur le Président? La députée a voté contre ce genre de mesures. Si elle voulait vraiment aider les gens qui souffrent d'itinérance ou qui manquent de logement, elle devrait arrêter de voter contre les choses qui aident ces gens-là. La députée de Nanaimo, Lady Smith. Monsieur le Président, ma collègue a posé une question sérieuse et elle mérite une réponse sérieuse. Le poste d'ombudsman indépendant du Canada pour l'entreprise responsable est vacant depuis 1 an. Des dossiers sont en suspens ou au point mort et les victimes d'esclavage moderne et d'exploitation sont privées de justice. Le ministre peut-il dire à la Chambre quand ce poste important va être comblé et par qui? L'honorable ministre du Commerce international. Je remercie ma collègue pour sa question importante. Le point de contact national a un rôle important à jouer pour lutter contre l'esclavage moderne. Nous prendrons une décision pour ce poste très prochainement. Merci. Le député d'Elgin, St. Thomas, London Sud. Les ministres en face connaissent-ils leur dossier? Écoutez, les cartes de couverture des télécoms s'appuient sur des déclarations de l'industrie, mais dans le comté d'Elgin et dans le sud-ouest de l'Ontario, les cartes ne reflètent pas la réalité du service avec des zones d'absence de couverture persistantes. Que fait la ministre de l'Industrie pour veiller à ce que les Canadiens en région rurale obtiennent le service de cellulaire qu'ils payent? Secrétaire parlementaire et ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Nous savons pour le gouvernement, la connectivité rurale est très importante, l'abordabilité aussi. C'est pourquoi les taux de téléphonie cellulaire ont diminué de 43 % au cours des 3 dernières années. On continue d'investir aussi dans l'infrastructure. On travaille fort avec les compagnies, avec le CRTC, pour s'assurer que les investissements continuent, y compris dans le Canada rural. Le député de Spadina Harbourfront. Monsieur le Président, le monde entier aura les yeux rivés sur le Canada. La députée de Spadina Harbourfront peut reprendre au début. Monsieur le Président, aujourd'hui, le monde entier aura les yeux rivés sur le Canada. Avec la Coupe du monde de la FIFA qui va débuter, le tournoi est une occasion générationnelle. À Spadina Harbourfront, on va recevoir des matchs.
Il va y avoir aussi un festival pour les fans. Toronto est très heureux d'accueillir le monde. Le secrétaire d'État au sport peut-il nous dire ce que ce moment historique signifie pour les Canadiens? Le secrétaire d'État au sport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quel moment extraordinaire pour notre pays et pour le Canada. Nous sommes très fiers, très heureux de co-organiser la Coupe du monde FIFA avec le Mexique et les États-Unis. Monsieur le Président, demain, le Canada va jouer son tout premier match de la Coupe du monde de la FIFA masculine à Toronto contre la Bosnie-Herzégovine. Ça va inspirer d'innombrables jeunes Canadiens. Ça va ramener des milliards de dollars à nos recettes, à nos coffres. Et il y aura 5 milliards de téléspectateurs qui vont regarder cela. Le sport est un de nos principaux moteurs de développement et nous sommes très fiers d'accueillir un des plus gros événements mondiaux cette année. Allez le Canada. Le député de Cloverdale, Langley City. La députée de Cloverdale, Langley City. Les libéraux veulent faire en sorte que ce soit plus facile de dissimuler de l'information aux Canadiens. Même le commissaire à l'information, soi-disant indépendant, est contre cette mesure. Le président du Conseil du Trésor va-t-il renverser cette proposition et protéger le droit des Canadiens à l'information? Le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu autant d'excitation de la part des conservateurs pour une réponse. On voit que l'été s'en vient. Ils se réveillent enfin. Monsieur le Président, la question est très sérieuse et je peux rassurer ma collègue et tous les Canadiens qui nous regardent. Nous avons des lois qui sont parmi les plus robustes pour ce qui est la divulgation d'informations. Nous croyons en un gouvernement ouvert. Nous croyons qu'il faut fournir de l'information aux Canadiens. Les Canadiens doivent savoir que nous avons parmi les lois les plus fortes du G7. Le député de Wellington, Halton Hills Nord. Monsieur le Président, peut-être que quelqu'un en face pourra répondre à cette question-ci. Pendant des semaines, le Premier ministre et les ministres ont insisté pour dire que des mesures fortes sont déjà en place pour lutter contre l'importation de produits qui ont recours à du travail forcé pour qu'ils ne soient pas importés au Canada. Si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que le gouvernement a donné avis à la Chambre qu'il allait présenter un projet de loi intitulé « Une loi concernant l'interdiction de l'importation de marchandises produites à l'aide du travail forcé ». L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le Canada a certaines des lois les plus rigoureuses en matière d'interdiction du travail forcé. Nous condamnons le travail forcé partout où ça existe. Toute marchandise qui arrive au Canada est assujettie à un contrôle des importations rigoureuses, à des vérifications. Par exemple, le nouveau gouvernement... Un instant, la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères peut reprendre. Comme je le disais, Monsieur le Président, le Canada, le nouveau gouvernement a embauché 1000 nouveaux agents de la SFC et investi plus de 670 millions de dollars dans la SFC pour assurer la sécurité de nos frontières. Nous allons continuer de protéger les intérêts du Canada tout en faisant appliquer les normes de travail pour tous les travailleurs. Le député de Peace River Westlock. Une de ces lois, c'est S-211, qui exige des compagnies qui vendent, qui distribuent des biens au Canada de produire un rapport annuel. Mais les libéraux, contrairement à la loi, ont révisé leurs directives et exempté un grand nombre d'entreprises de leurs amis qui n'ont pas à
déposé un rapport. Les États-Unis enquêtent sur le Canada qui ne lutte pas contre le travail forcé et nous menace dans le cadre des négociations de la CEUM. Pourquoi le gouvernement met-il en péril les négociations de la CEUM pour pouvoir remplir la poche de leurs petits amis plutôt que de lutter contre l'esclavage moderne? Le secrétaire parlementaire. Encore une fois, Monsieur le Président, je tiens à être clair, le Canada et les États-Unis partagent l'objectif d'assurer l'interdiction des marchandises produites par du travail forcé d'entrer sur nos territoires. Nous allons prendre d'autres mesures pour renforcer nos frontières avec de nouvelles lois. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour appliquer des normes élevées en matière de travail et assurer un commerce équitable basé sur les règles. Merci. Le député de Peterborough. Merci, Monsieur le Président. Bien des Canadiens font face à une crise du logement abordable. Trop de gens ne peuvent pas trouver un logement à la hauteur de leurs moyens. Notre gouvernement s'est engagé à construire plus de logements. On a adopté C20 qui transforme Chantier Canadien en une société d'État pour construire plus de logements abordables. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure peut-il nous expliquer en quoi ce projet de loi va nous aider à rendre le logement plus abordable et plus accessible pour les Canadiens? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue de Peterborough pour son excellente question et son excellent travail dans sa communauté. Hier, ça a été un grand jour pour le logement abordable malgré ce que prétend l'opposition et ce que fait l'opposition contre le logement abordable. Le gouvernement a adopté le projet de loi sur Chantier Canada ici à la Chambre, ce qui nous rapproche de notre objectif de construire plus de logements abordables. Ça devient une société d'État avec le soutien du Sénat. Nous avons hâte de travailler avec les sénateurs pour assurer l'adoption définitive du projet de loi pour lancer cette nouvelle société d'État et construire plus de logements abordables. Le député de Thornhill. Monsieur le Président, depuis 45 minutes, les Canadiens qui nous regardent depuis chez eux savent que ce n'est pas la période des réponses. Il n'y a pas une seule réponse en face et les ministres semblent ne pas connaître leur dossier. Certaines lisent les réponses sur leur cellulaire et le ministre du Conseil du Trésor cherche encore sa réponse. Les Canadiens en ont assez, ils ont faim. Il y en a qui dorment dans la rue. Quand le gouvernement va-t-il renverser ces politiques désastreuses qui nous ont menés ici, dans cette situation? Le ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, écoutez, si nourrir des enfants qui ont faim, c'est une mauvaise politique, je ne sais pas ce que notre collègue a à dire aux gens de sa circonscription qui en bénéficient. Écoutez, maintenant que c'est plus silencieux, la ministre peut reprendre. Monsieur le Président, si vous voulez parler de gens qui luttent contre les Canadiens, si vous voulez parler de mauvaises politiques, des politiques désastreuses, eh bien, ce serait de retirer le filet de sécurité sociale que notre gouvernement a mis en place pour les Canadiens. Quand les Canadiens en arrachent, ils ne se demandent pas ce qu'ils peuvent prendre et enlever à leurs amis et à leurs voisins. Ils préfèrent se montrer, faire preuve de solidarité les uns avec les autres et se serrer les coudes. Le député de Courtenay-Alberni. Monsieur le Président, la stratégie nationale de construction navale au Canada met l'accent sur la construction et l'entretien des navires, mais il n'y a pas de plan pour mettre ces navires hors service de manière responsable. Plus de 900 navires sont abandonnés et menacent l'environnement marin lorsque les navires vieillissants de la marine et la garde côtière approchent de leur fin de vie. Le Canada n'a pas la capacité de les recycler. Le gouvernement va-t-il s'engager à investir dans des infrastructures de recyclage de navires pour s'assurer que le recyclage est un élément central de notre stratégie nationale de construction navale? Le ministre des Transports, je remercie mon honorable ami. Bien sûr, le recyclage des navires en fin de vie, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, mais aussi une belle occasion, une opportunité. Comme le dit notre collègue, il y a beaucoup de navires vieillissants et abandonnés qui appartiennent au Canada. Nous allons continuer de travailler sur ce dossier. Je suis tout à fait au courant de l'intérêt dans la région de Port Alberni. Nous nous intéressons de près au dossier. Je vais travailler avec le député. Je vais continuer de travailler avec lui dans le dossier. Oh, la petite patrie.
Monsieur le Président, on savait déjà que le coût d'acquisition des F-35 avait explosé, passant de 19 milliards à 28 milliards de dollars. Là, on apprend qu'en plus des 72 jets américains, les libéraux pensent acheter 72 autres chasseurs, des Gripen, donc pour une flotte potentielle de 144 avions de chasse. Les questions sont simples. 1, est-ce que c'est vrai? 2, combien ça va coûter? 3, est-ce qu'on ne pourrait pas investir cet argent-là pour répondre aux besoins de la population? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous procédons à l'acquisition d'une nouvelle flotte d'avions de combat pour l'aviation royale canadienne. Le député le sait. Nous examinons toutes les approches en matière d'approvisionnement afin de les aligner avec les intérêts des Canadiens et les besoins des FAC. Nous nous engageons à acquérir ce dont l'armée de l'air a besoin, tout en garantissant des avantages économiques pour les Canadiens, y compris les Québécois et les Québécoises. Ça conclut la période des questions.